Conte, le porc-épic et le lièvre. Ce jour-là, le porc-épic et le lièvre voyageaient ensemble. En route, le lièvre dit à son compagnon, « Camarade, j'aurais plaisir à savoir comment on vous appelle. »« Moi, je m'appelle porc-épic et vous ?»« Moi, je me nomme étranger. » Ils continuèrent leur chemin. Arrivés au village, fatigués d'une longue route, ils demandent de la nourriture et un abri. On les loge dans une case. Le soir, un serviteur leur apporte une cuvette remplie de riz cuit à point. Le serviteur pose la cuvette sur le sol en disant « Le chef du village envoie ce riz aux étrangers. » Le porc-épic veut se servir, mais le lièvre proteste « Ce riz n'est pas pour vous, camarade. Il est pour l'étranger, c'est-à-dire pour moi. Le chef vous a sûrement oublié. » Le porc-épic reste donc le ventre vide. Au milieu de la nuit, ayant très faim, il se lève, s'habille avec les vêtements de son compagnon, va dans un champ voisin, se gave de patates, d'igname, de maïs. Il retourne dans la case, remet à leur place les habits du lièvre, se couche et s'endort. Le lièvre n'a rien vu de ce qui s'est passé. Le matin, les habitants du village voient leur champ abîmé. Furieux, ils s'en vont à la case des deux voyageurs en criant d'un ton menaçant « Ce sont les maudits étrangers qui nous ont volés. » Le lièvre se réveille brusquement. « Qu'est-ce cela ?» demande-t-il. « Ma foi, je ne sais pas, » dit le porc-épic qui se réveille à son tour. « Ces gens ne sont pas contents et c'est de vous qu'il s'agit, ils ne parlent que de l'étranger. Reste jusqu'à fin pour voir comment ce conte est intéressant. » Le chef de village fait venir les deux compagnons. Voyant que le lièvre a des vêtements couverts de terre, il croit que c'est lui le coupable. « Dis-nous, porc-épic, combien de coups de bâton ton ami a mérité ?»« Pas beaucoup, » répond le porc-épic, « 200 seulement. » Mais le lièvre dit au chef, « Avant d'être puni, je prie qu'on fasse venir les cadis. » Quand les cadis sont là, le lièvre leur demande de faire boire un vomitif à son camarade et à lui. Le lièvre boit le premier. Il ne rend que du riz. Puis c'est le tour du porc-épic. À peine le porc-épic a-t-il avalé le vomitif, que le sol est ouvert de débris de patates, d'igname et de maïs. Alors le chef demande au lièvre, « Dis-nous, étranger, combien de coups de bâton ton ami a mérité ?»« Pas beaucoup, » répond le lièvre, « 300 seulement. » La punition reçue, les deux compagnons sont renvoyés du village. Le porc-épic part en avant. Il rencontre des forgerons et leur dit, « Mon boy arrive derrière, il porte mes 2 soufflets sur sa tête. Je vous les donne. » On le remercie. Il continue son chemin. Quand le lièvre arrive, les forgerons l'appellent. « Boy, boy, viens ici. Pourquoi faire? Ton patron nous a donné les 2 soufflets que tu portes sur ta tête. Mais ce ne sont pas des soufflets, ce sont mes oreilles. » Il a beau crier, les forgerons lui arrachent les oreilles. Pour se venger, le lièvre se dépêche de partir le premier. Il rencontre des enfants qui vont à la chasse. Il leur dit, « Mon forgeron arrive derrière moi, il porte mes flèches sur son dos. Je vous les donne. » On le remercie. Il continue son chemin. Quand le porc-épic arrive, les enfants l'appellent. « Hep, hep, viens ici. Pourquoi faire? Ton patron nous a donné les flèches que tu portes sur ton dos. Mais ce ne sont pas des flèches, ce sont mes piquants. » Malgré ses cris, les enfants lui arrachent tous ses piquants. Le porc-épic se sauve. Il dépasse son méchant compagnon. Il rencontre des chasseurs qui partent à la chasse aux lièvres. Il leur fait signe. « Chasseurs, un lièvre arrive derrière moi. Vous le reconnaîtrez facilement, ses oreilles ont été coupées par vos camarades à qui il a échappé ensuite. » Les chasseurs se cachent dans un buisson. Quand le lièvre arrive, il se lance sur lui et le tue. Le porc-épic est resté pour voir. Il est content d'être vengé. Mais voilà que des chiens l'aperçoivent. Comme il n'est plus défendu par ses piquants, les chiens se jettent sur lui et le mettent en morceaux. Celui qui n'a pas gagné l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Comment tu le trouves? Dis-le en commentaire. Le cimetière des éléphants. Autrefois, le peuple des éléphants vivait au bord de la rivière Sankoro. Il avait pour roi le puissant et sage Koro. Un jour, le petit Tisserin se posa sur la défense de Koro et lui raconta, tout effrayé. « Hélas, puissant Koro, c'est terrible. Une foule d'êtres noirs à 2 pattes est arrivée dans notre pays. Ils possédant de drôles d'objets qui tuent. Ils s'étendent partout et dévastent tout sur leur passage. » Koro sourit. « Je connais ces êtres. Ce sont les hommes. Ils sont petits et ne sont pas très forts. Leurs armes ne peuvent pas transpercer l'épaisse peau des éléphants. Cependant,
Peu de temps après, Koro cessa de sourire. Les hommes noirs n'étaient ni très grands, ni très forts, mais ils étaient nombreux. Certes, leurs armes ne pouvaient transpercer l'épaisse peau des éléphants. Toutefois, une flèche bien lancée pouvait tuer un éléphant si elle le frappait à l'œil. Les hommes brûlaient les forêts pour en faire des champs. En outre, une terrible sécheresse éprouvait le pays. Les éléphants se trouvèrent aux abois. Ils mouraient de faim et par les armes des hommes noirs. C'est alors que le puissant roi des éléphants rassembla ses sujets et leur dit « Cette terre n'est plus bénie des dieux. La famine et les hommes noirs nous font souffrir. Nous devons partir d'ici. Nous irons vers le soleil couchant. Notre route sera droite, comme l'était jusqu'à présent notre vie. Nous passerons sur tout ce qui se trouvera sur notre chemin, que ce soit les marécages ou les hommes noirs. Nous sommes peut-être un petit peuple, mais chacun de nous est plus fort que 10 fois 10 singes. Nous atteindrons notre but. Il n'en reste pas moins que ce pays a toujours été notre terre. Aussi, nous y reviendrons quelques jours chaque année, le premier mois qui suit la saison des pluies. Ainsi, nos enfants la connaîtront, les vieux et les malades pourront y vivre leurs derniers instants. » Ainsi parla le puissant Koro, et il en fut comme il dit. Le passage des éléphants ressembla à celui d'une tornade, les arbres furent arrachés, les champs piétinés, les villages détruits. Beaucoup d'hommes périrent. La force des éléphants était effrayante. Cela s'est passé, il y a longtemps, très longtemps, mais chaque année, les éléphants continuent à emprunter le même chemin pour montrer leur ancienne patrie à leurs petits et pour que les vieux puissent mourir. Depuis ce temps, on ne trouve plus de cadavres d'éléphants dans la forêt car ceux-ci vont mourir sur les bords de la rivière Sankoro. Là se trouve leur cimetière, bien que personne ne sache l'endroit exact. La chèvre et le vieillard. Un beau jour, alors que le vieillard était allé couper du bois, sa chèvre voulant lui prouver son amour alla voir le génie de l'arbre. Arrivé là-bas, le génie lui demanda de sa voix grave. « Que veux-tu, petit animal ? Je voudrais rendre mon maître heureux. De quelle manière puis-je t'aider ? Mon maître souhaite une descendance et j'aimerais la lui apporter. » Le génie réfléchit un moment puis lui dit « Je peux te transformer en femme. » Toute heureuse, la chèvre sautait déjà partout à l'idée de rendre le vieillard heureux. C'est à ce moment-là que le génie énonça une phrase bizarre. « Kalaku, Kalaku, Berikukii. » Et la chèvre se transforma en une superbe femme. « Je te remercie, grand génie de l'arbre. » Alors qu'elle s'en retournait, le génie lui cria. « Tu sacrifieras ton 5e enfant sur mon arbre. » Elle rentra chez elle sans prêter attention à ce que lui disait le génie. Quand le vieillard rentra chez lui, il fut surpris de trouver une femme. La jeune femme rassura le vieillard. « C'est moi ta chèvre. Je suis allé voir le génie de l'arbre pour qu'il me transforme en femme afin d'assurer ta descendance comme tu le souhaitais. » Il l'a reconnue. Ils eurent un premier enfant puis un deuxième, un troisième, un quatrième et le 5e. La vie se déroula, ils vécurent heureux, sans problème. Un jour, alors que les enfants jouaient dans la forêt, le 5e enfant alla se cacher derrière un arbre. L'arbre l'attrapa et se mit à l'engloutir. Il se mit à chanter en s'adressant à ses frères. Bori, Bori, Jinamori, Bori. Bori Jinamori. Kata Efombeye. Jinamori Bori. Bori Jinamori. Les autres enfants, ayant entendu les cris de leurs frères, allèrent prévenir leur mère. Maman, maman. La mère entendit leurs cris et leur demanda. Mais que se passe-t-il mes petits? Buruki s'est fait engloutir par l'arbre et il chante. Bori, Bori, Jinamori, Bori. Bori Jinamori. Kata Efombeye. Jinamori Bori. Bori Jinamori. La femme se souvint alors de ce que lui avait dit le génie. Elle alla voir celui-ci avec son mari, le vieil homme. « Rends-moi mon enfant, dit-elle au génie. » Le génie lui répondit, « Tu sacrifieras ton 5e enfant sur mon arbre, souviens-toi. Tu l'as fait, alors je le prends. » La femme lui répondit, « Mais tu n'as pas précisé à quel âge je devais le sacrifier et ceci est une faute dans les droits conférés au génie. Tu dois donc me le rendre ?» Le génie réfléchit et avoua. « C'est vrai, malheureuse, tu as raison, je dois te le rendre. » Ils repartirent donc avec les 5 enfants et vécurent heureux. Un oubli peut toujours être rattrapé. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires africaines intéressantes. Kumba sans mère. Il était un homme qui avait 2 épouses. Chacune d'elles avait une fille. À la fille qu'une des femmes mourut et laissa sa fille. Les 2 filles avaient le même nom. Pour les différencier, on les surnomma Kumba avec mère et Kumba sans mère.
Le père de famille craignait en son épouse qu'il acceptait tout ce qu'elle faisait ou disait. Il la laissait faire accomplir à Kumba l'orpheline tout le travail de la maison. Un jour, en lavant la vaisselle, Kumba l'orpheline oublia de laver une cuillère en bois et sa marâtre, furieuse, l'envoya la laver à la mère de Ndeyan. Kumba, en pleurs, prit le chemin. Elle marcha durant 2 jours et 2 nuits. Elle marcha, jusqu'à trouver sur son chemin un jujubier en train de se gauler lui-même. Elle s'agenouilla et le salua. Et le jujubier lui demanda « Mais, où vas-tu, enfant bien éduqué ?» Kumba dit « La coépouse de ma mère défunte m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Ndeyan. » Le jujubier lui donna des jujubes et lui dit « Que Dieu guide tes pas. » Kumba le remercia et reprit sa route. Elle marcha encore et trouva sur son chemin une marmite en train de se cuire sur un feu. Kumba sans mère s'agenouilla et la salua. La marmite lui demanda « Mais, où vas-tu, jeune fille bien éduquée ?» Kumba lui répondit « La coépouse de ma mère défunte m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Ndeyan. » La marmite prit une part de ce qu'elle cuisait et lui donna à manger. Elle lui dit « Que Dieu guide tes pas. » Après avoir bien mangé, elle la remercia et reprit sa route. Kumba sans mère marcha encore et trouva sur son chemin une très vieille femme. Elle n'avait qu'une jambe, un bras, un œil, une oreille, un doigt. Kumba l'orpheline s'agenouilla et la salua. La vieille femme lui demanda « Mais ma petite fille, où vas-tu » Kumba l'orpheline lui répondit « Grand-mère, la coépouse de ma mère défunte m'a envoyé laver cette cuillère à la mère de Ndeyan. » La vieille femme lui remit alors un os blanchi, dégarni. Kumba ne dit rien, elle le prit et le mit dans la marmite qui s'emplit aussitôt de viande. Elle lui remit encore un grain de mil, Kumba le plaça dans un mortier. Elle pila, le mortier s'emplit de couscous. Elle le prit et le mit dans la marmite, elles le mangèrent, jusqu'à ce que la vieille femme lui dise « Kumba, viens maintenant faire la vaisselle sans oublier ta cuillère, avant qu'il ne fasse complètement nuit. » Quand Kumba eut fini, la vieille femme lui remit une petite aiguille et une autre plus grosse, et elle lui dit « Va te coucher maintenant sous le lit, car tous mes enfants sont des animaux sauvages. La petite aiguille, tu l'emploieras à piquer les plus petits, la plus grosse, tu la réserveras aux plus grands pour qu'ils partent tôt. Je ne veux pas qu'ils te tuent. » Quand les enfants arrivèrent, Bouki, le plus têtu, dit « Mère, cela sent la chair humaine dans la chambre. » Sa mère lui répondit « Toi, va te coucher, je suis le seul être humain ici, tu veux me manger maintenant ?» Quand les animaux se furent couchés, Kumba les piqua avec la petite aiguille, à la manière des puces. Les enfants ne purent dormir. Ils sortirent et repartirent à leurs affaires. Kumba sortit, et la vieille lui demanda de se préparer pour retourner chez elle. Elle lui remit 3 œufs et lui dit « Celui-ci, tu le casseras quand tu seras au milieu de la brousse. Celui-là, tu le casseras quand tu apercevras ton village. Ce dernier, tu le casseras quand tu seras à l'entrée de la maison. Fais attention, ne les confonds pas. Vas-y mon enfant et que Dieu guide tes pas. » Kumba s'agenouilla, salua, remercia et s'en alla. Elle marcha jusqu'au milieu de la brousse. Elle cassa le premier œuf. Des cavaliers armés en sortirent. Kumba se remit à marcher encore, et cassa le deuxième œuf. Des lions et des panthères en sortirent. Les cavaliers les tuèrent. Kumba marcha. Avant de pénétrer dans le village, elle cassa le dernier œuf. De nombreux esclaves battant des tam-tams en sortirent, et d'autres chargés de sacs d'argent, d'or, et aussi de nombreux béhufs. Quand elle entra dans le village, Kumba avait un air royal. Tout le monde était dehors pour la contempler. L'araignée et le serpent. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a bien longtemps de cela. À cette époque, dit-on, tous les animaux savaient parler. Ils n'avaient pas plu durant toute cette année-là. Le paysage offrait un spectacle misérable. Les rivières, les criques, les prairies étaient asséchées. Les animaux mouraient de faim et de soif. Ils n'avaient plus de force et se terraient dans leur abri. Un jour, Anansi l'araignée découvrit, lors de sa quête alimentaire, un immense abatis planté d'ignames. Il y en avait à perte de vue. Comme elle ne vit personne aux alentours, elle, si maligne, décida de les voler.
Elle remplit donc son catorido de ces beaux légumes. Sur le point de s'en aller, Serpent montra sa tête, tira sa fine langue et lui dit d'un ton grave. « Voleuse, tu as pris mes ignames sans mon autorisation, je vais te mordre. »« Non, dit Anansi, non, laisse-moi amener les ignames à ma famille qui meurt de faim. Tu viendras me mordre demain au petit matin. » Serpent consentit car il était plus bête que méchant. Puis, il s'en alla. À peine Anansi avait-elle parcouru la moitié du chemin qui conduisait chez elle, qu'elle rencontra Maipuri, le tapir. Celui-ci avait tellement faim et soif que sa langue pendait jusqu'au sol. « Tu es en bien mauvais état, Maipuri, dit Anansi. Viens à la maison, j'ai un catorido plein d'ignames. Nous les cuirons et nous mangerons. » Maipuri accepta l'invitation sans se faire prier et suivit Araignée. Ils firent cuire une grande chaudière de légumes et tous se régalèrent. Au moment de se séparer, Anansi dit à Maipuri, « Mon ami, puisqu'il est si tard, reste dormir avec nous. Il y a un lit près de l'entrée. Couche-toi et si tu entends cogner à la porte, tu ouvriras. » Au petit matin, Maipuri, tout endormi, entendit « Toc, toc, toc » à la porte. Il s'empressa d'ouvrir. Dès que celle-ci s'ouvrit, Serpent, sans regarder, plongea la tête, piqua le tapir, et s'en alla. Maipuri tomba raide mort au sol. Anansi ne perdit pas de temps, elle découpa le tapir, en sala une moitié, en boucana le reste. Elle en fit maintes préparations, Maipuri en colombo, rôti, fricassé. Lorsque le dernier morceau fut mangé, Araignée retourna sur l'abatis de Serpent. Les ignames étaient encore plus belles, plus appétissantes. Elle en remplit un plein catorido. Mais Serpent veillait. Il allait se jeter sur Anansi lorsque cette dernière lui dit « Non, non, pas maintenant, laisse-moi amener les ignames chez moi. Tu viendras me mordre demain au petit matin. » Serpent consentit car il était plus bête que méchant. Puis, il s'en alla. Sur sa route, Anansi rencontra Tatou qui ne tenait plus sur ses pattes tellement la faim le torturait. Elle lui dit « Oh, j'ai peine à te voir Tatou, viens à la maison, j'ai un catorido plein d'inagmes. Nous les cuirons et nous mangerons. » Tatou suivit péniblement Anansi. Après avoir bien soupé, Tatou, le ventre tellement plein, se coucha près de la porte et s'endormit aussitôt. Anansi pensa tout de suite à l'arrivée de Serpent au petit matin. Elle aura de quoi accompagner ses ignames pendant quelques jours. Au petit jour, Araignée entendit cogner à la porte, elle appela Tatou. Mais personne ne répondit. Elle sortit de son lit et vit un grand trou près de la porte. Elle comprit tout de suite que Tatou était parti dans la nuit. Serpent, impatient, cogna de nouveau. Anansi, dans une réflexion rapide, fit un grand « boum » sur son tambour qui fit trembler toute la case. « Qui a fait ça ?» crie-t-elle. « Serpent, c'est toi qui as fait ce gros paix ?»« Ce n'est pas moi, » dit Serpent d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas moi. »« Si, c'est toi, » dit Anansi. « Depuis quand parle-t-on avec le ventre ? Les gens bien élevés parlent avec leur bouche. Je te jure, Anansi, ce n'est pas moi qui ai fait cela. J'ai trop de respect pour toi. »« Oui, c'est toi-même, » se mit à hurler Anansi. Serpent eut peur. D'une voix tremblante, il dit à Anansi, « Anansi, ouvre la porte, j'ai besoin de te parler. Je te jure que je n'y suis pour rien. » Araignée ouvrit la porte d'un seul coup, Serpent entra. Anansi la rusée se mit à l'écart. « Si ce n'est pas toi, tu n'as aucune crainte à avoir de mon sabre, » dit Anansi. « Mets ta tête sur ce billot. Les gens qui ne mentent pas ne meurent pas. On partage au maximum. Partagez ce compilation de contes au maximum s'il vous plaît. » Serpent posa sa tête sur le billot. D'un coup de sabre, d'un seul, Anansi le décapita. Tout de suite après, elle fit savoir, au tambour, à tous les animaux de la forêt, que Serpent était mort et qu'on pouvait aller sur son abatis prendre des ignames. Tout le monde eut à manger jusqu'à l'arrivée de la pluie. Si vous trouvez ces contes intéressants, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires africaines.